Octobre 1991 arriva tôt et glacial sur cette portion isolée du massif du Vercors, dans le sud-est de la France. Les premiers brouillards dévalèrent les pentes calcaires, enveloppant les vallées d'un silence pesant. C'est dans ce cadre que 3 explorateurs français, Étienne Morel, Luc Garnier et Pascal Rivière, disparurent. Ce n'étaient pas des aventuriers téméraires. Étienne était géographe et menait de petites expéditions pour cartographier des grottes peu explorées. Luc, photographe documentaire, réalisait des reportages sur les paysages naturels pour des revues scientifiques. Pascal, ancien soldat et guide de montagne expérimenté, était responsable de la sécurité du groupe. Le plan était simple: 3 jours sur le plateau à cartographier une zone de grotte récemment identifiée par des spéléologues locaux. Ils devaient rentrer lundi. Ils ne sont jamais revenus. Le 4e jour, leur voiture fut retrouvée garée près d'un sentier secondaire, parfaitement verrouillé. À l'intérieur, des cartes pliées, un thermos à moitié vide et un simple mot laissé par Étienne. Nous sommes entrés par le secteur nord. Retour prévu dimanche soir. Les recherches ont mobilisé des volontaires, des policiers et même des hélicoptères. Aucune trace. Aucun sac à dos. Aucune corde. Aucun corps. La forêt semblait avoir englouti les 3 hommes tout entiers. Au fil des mois, l'affaire s'est enlisée. L'hypothèse officielle privilégiait la piste d'un accident survenu dans une crevasse profonde mais non localisée. Un éboulement, peut-être. Un glissement de terrain, peut-être. Le Vercors était réputé pour ses gouffres dissimulés sous des couches de mousse et de racines. Mais quelque chose clochait. Aucun équipement n'a été trouvé. Pas même des fragments. 12 ans se sont écoulés. En 2003, l'histoire n'était plus qu'un souvenir sporadique dans les conversations locales. Du moins, jusqu'à ce qu'Henri Delacour, un bûcheron de 52 ans, pénètre dans la partie la plus dense de la forêt pour marquer les arbres destinés à l'exploitation forestière contrôlée. Henri connaissait ces terres depuis son enfance. Son père y avait travaillé avant lui. Il pouvait reconnaître le bruit d'une pierre qui roule à des kilomètres à la ronde. Il savait quand le vent annonçait la pluie avant même que les nuages n'apparaissent. Ce matin-là, pourtant, quelque chose semblait déplacé. En examinant un chêne centenaire, il remarqua un poids inhabituel dans les branches supérieures. Ce n'étaient ni des nids, ni des branches cassées. Il y avait 2 sacs à dos, coincé entre des branches à près de 4 mètres du sol, recouvert de mousse et partiellement déchiré par le temps. Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne ne grimpait à des arbres aussi hauts, juste pour y laisser pendre un sac à dos. Il grimpa prudemment, s'appuyant sur les nœuds du tronc. Arrivé au premier sac à dos, il remarqua quelque chose qui le fit retenir son souffle. Un petit patch cousu dans le tissu délavé. Expédition Vercors, 1991. Mon cœur battait plus vite. Les sacs à dos étaient vides, mais contenaient des objets intacts, une boussole cassée, un carnet trempé et un vieil appareil photo argentique. Le second sac à dos contenait des cordes coupées nettes, ni effilochées, ni cassées par une chute. Coupées. Henri descendit lentement, serrant l'un des sacs à dos contre sa poitrine, comme s'il portait quelque chose de trop fragile pour être réel. La clairière alentour paraissait trop ordinaire pour une telle découverte. Aucun signe évident de fouille, aucune grotte visible, juste des arbres denses, des racines apparentes et le murmure lointain d'un ruisseau. Il marcha quelques mètres au-delà du chêne. C'est alors qu'il réalisa autre chose. Le sol y paraissait légèrement affaissé, formant une dépression presque imperceptible sous la couche de feuilles sèches. Ce n'était pas naturel. Henri s'agenouilla et écarta les feuilles mortes d'un revers de main. La terre en dessous était plus sombre, plus humide, comme si elle avait été remuée des années auparavant. Et il y avait autre chose. Parmi les racines entremêlées, il trouva un morceau de tissu accroché à un éclat de bois, le même tissu bleu que celui des sacs à dos. Le bûcheron sentit son estomac se nouer. Si les sacs à dos se trouvaient dans l'arbre, quelqu'un les y a déposés. Et il ne semble pas s'agir d'une tentative de sauvetage improvisée. On aurait dit une marque, comme si quelqu'un souhaitait qu'on les retrouve, mais seulement bien plus tard. Henri savait qu'il devait appeler la police immédiatement.
Mais avant de partir, il décida d'observer plus attentivement les alentours. Son œil expert scrutait les alentours à la recherche de signes presque imperceptibles. Et alors, il vit. Ancienne marque de découpe sur l'écorce du chêne, 3 rayures verticales, alignées avec une précision inhabituelle. Elles n'étaient pas récentes. Elles portaient les stigmates du temps. 3 marques. 3 hommes sont portés disparus. Un vent froid balaya la clairière, faisant tourbillonner les feuilles mortes autour de lui. Henri ramassa le cahier mouillé qu'il avait trouvé dans son sac à dos. Les pages étaient collées, mais en séparant délicatement quelques-unes, il parvint à déchiffrer des fragments de mots presque effacés. « Nous ne sommes pas seuls ». Il nous observait depuis hier. Si quelque chose arrive, la dernière page ne contenait qu'une seule phrase lisible. Si vous trouvez ceci, levez les yeux. Henri leva lentement les yeux vers la cime des arbres, et il s'est rendu compte que les sacs à dos n'étaient pas simplement attachés. Ils étaient attachés avec des nœuds d'escalade spécifiques, réalisés par quelqu'un qui connaissait des techniques avancées. Mais aucun des explorateurs n'avait de raison d'abandonner son propre équipement à de telles altitudes. Il s'était passé quelque chose là-bas. Quelque chose qui impliquait bien plus qu'une simple chute accidentelle. Henri recula d'un pas. Le silence de la forêt semblait désormais différent. Soyez plus attentifs, plus dense. Et pour la première fois en 12 ans, le mystère des explorateurs français cessa d'être une disparition et commença à se transformer en quelque chose de bien plus vaste. Henri l'ignorait encore, mais cette découverte allait rouvrir de vieilles blessures, diviser la petite communauté locale et révéler une vérité que personne n'était prêt à accepter, car les sacs à dos n'étaient pas que des traces. Et ce qu'il découvrirait enfoui sous cette terre sombre changerait à jamais l'histoire du Vercors. La nouvelle se répandit dans la petite ville de Villard-de-Lans avant même qu'Henri ait fini de faire sa déposition à la gendarmerie. Dans les villages cernés de montagnes, le passé ne disparaît jamais, il se cache simplement entre les pentes. Le capitaine Alain Mercier, aujourd'hui proche de la retraite, a été le premier à reconnaître le nom inscrit sur l'écusson du sac à dos. En 1991, il n'était qu'un jeune officier participant aux recherches. Il se souvient de la pression médiatique, du désespoir des familles et de la frustration collective lorsque les hélicoptères ont cessé de survoler la zone. « Êtes-vous absolument sûr ?» demanda Mercier à Henri en examinant le tissu ancien. Henri acquiesça. « Je connais les nœuds d'escalade. Celui qui a fait ce nœud savait ce qu'il faisait. » La forêt du Vercors n'était pas qu'une simple attraction touristique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait été un bastion de la résistance française. Tunnels, abris de fortune, passages secrets. La région recèle d'anciennes histoires de disparition dont beaucoup n'ont jamais été officiellement consignées. Certains habitants plus âgés évoquaient encore, à voix basse, les grottes qui servaient de cachette aux fugitifs, les sentiers qui changeaient de tracé après les tempêtes et les endroits où les boussoles semblaient déréglées. La découverte des sacs à dos a ravivé ces souvenirs. Claire Morel, la sœur cadette d'Étienne, revint en ville après des années passées à éviter tout contact avec l'affaire. Devenue avocate à Lyon, elle emportait avec elle une mallette contenant des coupures de presse et des rapports d'enquête incomplets. En voyant l'appareil photo retrouvé, ses doigts tremblaient. « Est-ce que ça fonctionne encore ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. L'examen médico-légal a confirmé que le film était resté à l'intérieur, étonnamment bien conservé. En attendant le développement des photographies, Mercier décida de retourner dans la clairière avec une petite équipe. L'automne rendait le sol glissant, mais les alentours du chêne semblaient étrangement intacts, comme si le temps les avait épargnés. Un détail a particulièrement attiré l'attention. Aucun document ne faisait état de tempêtes suffisamment violentes en 1991 pour permettre le lancement de sacs à dos à cette altitude. Et même si de telles tempêtes avaient eu lieu, les nœuds découverts étaient trop complexes pour avoir été réalisés dans la panique. Pascal Rivière, l'ancien soldat disparu, avait suivi une formation aux techniques avancées de travail sur corde.
Mais pourquoi aurait-il caché son propre matériel? Ou bien essayait-il d'envoyer un signal? Entre-temps, le développement des photos a apporté la première révélation concrète en 12 ans. Les premières images étaient ordinaires, des paysages rocheux, des formations calcaires, des entrées de grottes, puis vinrent des photos de nuit, apparemment prises à la hâte. Sur l'une d'elles, on voyait Luc se refléter accidentellement dans l'objectif. Son visage était crispé, le regard fixé sur quelque chose hors champ. Dans la séquence finale, l'accent n'était pas mis sur le paysage. C'était un arbre, le même chêne. Mais la photo montrait quelque chose d'inattendu. En agrandissant l'image, on pouvait distinguer une silhouette à l'arrière-plan, partiellement dissimulée par les arbres. Elle n'était pas suffisamment nette pour être identifiée, mais il était clair qu'il ne s'agissait d'aucun des 3 explorateurs. Quelqu'un était avec eux. Ou alors, il les observait. Claire porta sa main à sa bouche, en voyant l'image agrandie. Ils n'ont jamais mentionné personne d'autre. Mercier ressentit à nouveau le poids des responsabilités comme si les années n'avaient pas passé. L'enquête initiale s'était concentrée exclusivement sur la thèse de l'accident naturel. L'hypothèse d'une intervention humaine était jugée improbable. Aucun signe de combat, ni aucun rapport de conflit n'avait été constaté. Mais maintenant, il y avait des preuves photographiques. Et il y avait les cordes coupées. La clairière a commencé à révéler d'autres secrets au fur et à mesure que des fouilles superficielles étaient effectuées. Sous environ un demi-mètre de terre compactée, ils ont trouvé des fragments métalliques, des morceaux de matériel d'escalade tordus d'une manière incompatible avec une chute verticale. Il semblait s'agir de dégâts intentionnels. Henri observait tout de loin. Depuis la découverte, il avait du mal à dormir. La phrase du carnet « Regarde en haut » lui trottait dans la tête. Il est retourné seul sur les lieux par un matin brumeux, avant l'arrivée de l'équipe. Il est remonté dans l'arbre, et il remarqua quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. Au-dessus du point où les sacs à dos étaient attachés, il y avait une branche coupée, vieille, marquée, mais visiblement enlevée avec un outil tranchant. À la base de la découpe, gravé dans le bois et presque invisible au temps, se trouvait un symbole. Il y avait plus de 3 risques. Il formait un triangle imparfait. Henri s'est effondré rapidement. De retour au poste de police, il décrivit le symbole. Mercier resta silencieux quelques secondes avant d'ouvrir un vieux dossier rangé au fond d'un tiroir. Il s'agissait d'un rapport non rendu public, daté de 1991. Une semaine avant la disparition des explorateurs, un chasseur local avait signalé la présence de camps illégaux dans la partie nord du plateau. Arrivés sur les lieux, les policiers n'ont trouvé que les restes d'un feu de camp et des marques similaires, 3 entailles formant un triangle, gravées sur une pierre. L'affaire a été traitée comme un acte de vandalisme commis par un mineur, mais personne n'a identifié les responsables. La forêt, auparavant simple décor naturel, commençait à prendre les contours d'une scène pour quelque chose de délibéré. La tension montait au sein de la communauté. Certains habitants affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. D'autres craignaient qu'un criminel non identifié ne vive là depuis des années. Claire a insisté pour que la zone de recherche soit élargie. C'est lors d'une fouille plus approfondie que l'un des agents a découvert une entrée étroite, partiellement dissimulée par la végétation, trop petite pour être facilement repérée. Une fissure naturelle, profonde, gratuite. L'air qui en sortait sentait l'humidité rance. Mercier s'approcha, une lanterne à la main. Si les explorateurs avaient découvert cette ouverture en 1991, ils y seraient peut-être descendus. Peut-être n'étaient-ils pas seulement victimes de la nature. Peut-être que quelqu'un savait exactement où ils se trouveraient. Tandis que l'équipe préparait le matériel de descente, un calme relatif s'installa parmi tous. 12 ans s'étaient écoulés. Mais la forêt n'avait pas oublié. Et maintenant, elle semblait prête à rendre ce qu'elle avait gardé. La crevasse était étroite au départ, mais s'élargissait quelques mètres plus bas.
L'équipe de secours a installé des ancrages modernes dans la roche calcaire, testant chaque point avec précision. L'air qui s'échappait de l'ouverture était dense et glacial, même pour l'automne dans le Vercors. Mercier a insisté pour descendre. Henri observait en silence. Claire attendait un peu plus loin, les bras croisés, refusant de partir. La descente révéla une chambre naturelle d'une quinzaine de mètres de profondeur. Le faisceau de la lampe torche balaya les parois humides, révélant d'anciennes marques de cordes, des rainures dans la roche polie par le frottement. Quelqu'un était déjà descendu par là. Au centre de la grotte, ils découvrirent les vestiges d'un feu de camp improvisé, des cendres compactées par le temps, un morceau de métal brûlé et un fragment de mousqueton déformé par la chaleur. Pascal n'aurait jamais allumé un feu dans une pièce sans ventilation adéquate. Il connaissait les risques liés au monoxyde de carbone. Ça ne ressemblait pas à un séjour en camping planifié. J'avais l'impression d'être enfermé. Les tensions sont montées d'un cran lorsqu'un des agents a trouvé un fragment de tissu coincé dans une corniche plus profonde, de la même couleur bleue que les sacs à dos. Mais il n'y avait pas d'os, même pas l'équipement complet, aucun signe évident d'effondrement. La théorie de l'accident commençait à s'effondrer. Alors que l'équipe explorait un tunnel latéral, Mercier remarqua une inscription gravée dans la paroi calcaire. Ce n'était pas naturel. Des lignes droites, répétées. Le même triangle imparfait que celui observé dans le chêne, 3 lignes formant un sommet. Plus loin, ils trouvèrent une autre pièce, plus petite et plus étouffante. Et enfin, quelque chose de concret. Une vieille lampe torche, un modèle des années 90. Corrodée, mais identifiable. À côté, une montre-bracelet arrêtée à 2h17 du matin. Le silence qui suivit fut pesant. S'ils étaient encore là à 2h du matin, c'est que quelque chose les avait retenus dans la grotte plus longtemps que prévu. Officiellement, la nouvelle de la découverte a fuité dans la presse régionale. Les journalistes ont commencé à affluer, réclamant des réponses. Les chaînes de télévision ont relancé l'affaire sous le nom de « Mystère du Vercors ». La communauté s'est divisée. Certains habitants ont commencé à signaler d'anciens phénomènes, des bruits nocturnes dans la forêt au début des années 1990, des sentiers inexplicablement bloqués et des outils qui disparaissent des remises. Un nom a commencé à circuler dans les conversations à voix basse, Marc Delorme, ancien garde forestier ayant travaillé dans la région jusqu'en 1992. Homme réservé, connu pour vivre isolé dans une cabane plus au nord. Il a quitté son poste quelques mois après la disparition des explorateurs. Il est parti sans dire au revoir. Rien d'illégal n'était consigné dans leur dossier. Mais des coïncidences ont commencé à s'accumuler. Mercier a demandé l'accès aux anciens dossiers de Delorme. Il a découvert que Delorme avait participé aux premières recherches en 1991. Il connaissait précisément le secteur nord où le groupe était entré. Henri se figea en entendant ce nom. « Il n'aimait pas les étrangers », murmura-t-il. Il disait que la forêt avait besoin de silence. L'enquête a pris une nouvelle direction. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte, l'équipe progressait dans un tunnel encore plus étroit. Le sol portait des traces de traînées anciennes et anormales, et puis ils ont découvert quelque chose qui a tout changé. Une petite ouverture latérale, presque dissimulée par des pierres instables. En dégageant une partie du passage, ils découvrirent un compartiment improvisé. À l'intérieur, 3 casques d'escalade étaient alignés côte à côte. Pas cassés, non endommagés, placés là, comme si quelqu'un l'avait organisé. Et à côté d'eux, un objet qui a glacé le sang de tous, un vieux magnétophone portable. Étonnamment, il était protégé à l'intérieur d'un épais sac en plastique. L'examen médico-légal a confirmé, il contenait encore du ruban adhésif. En surface, lors de tests minutieux de l'appareil, un sifflement précédait l'émission de voix. La première aire appartenait à Étienne. Respiration forte, bruit de gouttes d'eau en arrière-plan. Il a bloqué la sortie, nous sommes piégés. Pascal a essayé de négocier. Un bruit soudain interrompit la phrase, puis une autre voix, non identifiée. Calme-toi, bas.
La forêt ne veut pas de toi ici. L'enregistrement audio s'est terminé par un bruit sourd et métallique, suivi du bruit de pas s'éloignant. Le conflit n'est plus une hypothèse. Quelqu'un avait enfermé les explorateurs dans la grotte. Mais comment sont-ils sortis de là? Et où étaient les corps? La fouille des environs a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant, des signes indiquant que la crevasse d'origine avait été partiellement obstruée par le passé, des pierres étant stratégiquement placées pour en entraver la sortie. Quelqu'un qui a des connaissances en topographie. Quelqu'un de patient. Entre-temps, les relevés bancaires ont montré que Marc Delorme était toujours vivant, dans un petit village côtier de Bretagne. Mercier a demandé l'autorisation de procéder à un interrogatoire formel. Mais avant même qu'une équipe puisse se mettre en route, une nouvelle découverte a émergé. Henri retourna pour la 3e fois à la clairière, agité. Il connaissait les cycles naturels. Il savait quand la terre se tassait avec le temps. La dépression près du chêne était différente, plus profond. Après avoir creusé davantage, ils ont trouvé quelque chose qui était resté à l'extérieur de la grotte. Une médaille militaire ayant appartenu à Pascal Rivière, enfouie à quelques centimètres seulement sous la surface, pas tombée. Mis. Le conflit ne consistait plus seulement à découvrir ce qui s'était passé, il s'agissait de le prouver. Et chaque nouvel élément de preuve pointait vers une action humaine délibérée, patiente et méthodique. La forêt n'avait pas englouti les explorateurs. Quelqu'un les a piégés à l'intérieur, et si le responsable était encore en vie 12 ans plus tard, peut-être ne s'attendrait-il pas à ce que les arbres commencent à révéler leurs secrets. La diffusion de l'enregistrement audio a rendu l'affaire impossible à étouffer. Le parquet de Grenoble a officiellement rouvert l'enquête pour suspicion d'homicide aggravé. La presse nationale s'est précipitée à Vercors. Mais tandis que tous les regards étaient tournés vers la figure lointaine de Marc Delorme, de nouvelles fissures apparaissaient au sein même de la communauté. Claire Morel ne se contentait pas de la thèse du garde isolé. Elle a donc commencé à examiner le dossier original d'un point de vue juridique. Quelque chose la troublait. Des rapports de 1991 ont montré que la zone de la crevasse avait été explorée lors des recherches. Cependant, le document indiquait qu'aucun point d'accès significatif n'avait été trouvé. Mais il savait désormais que l'ouverture existait, et il ne semblait pas qu'elle ait été créée récemment. Soit l'équipe d'origine a échoué, ou bien quelqu'un a redirigé la recherche. Claire a demandé à avoir accès aux noms de tous les bénévoles ayant participé à l'opération initiale. Parmi eux, outre Delorme, un autre nom revenait fréquemment, Philippe Arnaud. À l'époque, Philippe était conseiller municipal en charge des autorisations environnementales. Aujourd'hui, il est une figure influente de la région, un défenseur du tourisme durable et de la préservation du Vercors en tant que site du patrimoine naturel. Il avait été l'un de ceux qui avaient le plus insisté en 1991 pour que la théorie de la catastrophe naturelle soit officiellement acceptée afin d'éviter la panique. La pression du temps commençait à se faire sentir. La municipalité craignait que cette affaire ne nuise au tourisme hivernal. Des contrats étaient en cours de négociation pour l'extension des sentiers de randonnée. Un scandale de meurtre risquait d'affecter directement l'économie locale. Mercier a commencé à recevoir des appels discrets lui conseillant la prudence. Parallèlement, une autre piste d'enquête se dessinait. La médaille de Pascal retrouvée enfouie portait des marques microscopiques d'impact récent, ne datant pas du début des années 1990. Quelqu'un y avait touché, quelqu'un qui savait exactement où chercher. Henri commença à se sentir observé. Pendant 2 nuits consécutives, il aperçut des lumières au loin, à la lisière de la forêt, bien après les heures habituelles d'activité. Un matin, il a trouvé des traces de pneus près du sentier secondaire, des traces récentes. Les tensions se sont exacerbées lorsque le laboratoire a confirmé un fait inattendu concernant l'enregistreur. La bande n'était pas complètement intacte. Une section avait été découpée manuellement, supprimée, non détériorée. Cela signifiait que quelqu'un était retourné sur les lieux après la disparition, quelqu'un qui connaissait l'existence de la cavité cachée dans la grotte.
L'enquête s'est étendue à l'analyse des mouvements dans la région entre 1991 et 1993. Il a été découvert que, l'année suivant la disparition, une zone spécifique du secteur nord avait été temporairement fermée en raison d'une instabilité géologique. L'acte d'injonction portait la signature autorisée de Philippe Arnaud. Coïncidence ou stratégie? Claire décida d'aller le confronter en personne. Dans son bureau spacieux donnant sur les montagnes, Arnaud conservait un comportement calme. C'est une vieille tragédie. On ne peut pas faire de chaque décision administrative un élément suspect. 3 hommes sont morts, répondit Claire d'un ton ferme, et quelqu'un en savait plus qu'il ne l'a admis. Il soutint son regard pendant quelques secondes avant de détourner les yeux vers le paysage. La même semaine, l'équipe envoyée en Bretagne retrouva Marc Delorme. Il vivait discrètement et travaillait comme gardien de port de plaisance. Âgé, mais lucide. Lors du premier interrogatoire, il a nié toute implication. « J'ai participé aux recherches. » Rien de plus. Confronté à l'enregistrement audio, il est resté longtemps silencieux. « La forêt change les gens », a-t-il simplement déclaré. Mais la complexité s'est accrue lorsque l'analyse médico-légale a indiqué que la voix inconnue sur l'enregistrement ne correspondait pas à celle de Delorme. Le spectrogramme vocal a révélé des différences de fréquence nettes. Si ce n'était pas Delorme, qui était-ce? La pression du temps s'intensifiait, les médias spéculaient. Des théories du complot ont émergé en ligne, certaines évoquant des sectes clandestines, d'autres des conflits territoriaux. À l'intérieur de la grotte, de nouvelles fouilles ont mis au jour de très petits fragments d'os mêlés à la terre. Les premières analyses indiquent une exposition prolongée à l'humidité et un possible déplacement naturel. Mais il n'y avait pas de corps complet. Cela soulevait une autre possibilité inquiétante. Les explorateurs auraient pu réussir à s'échapper de la grotte. Ils sont partis. Que s'est-il passé ensuite? Henri a apporté une nouvelle pièce au puzzle. Il se souvenait qu'au cours de l'hiver 1992, une petite avalanche isolée s'était produite sur un versant inhabituel pour ce type d'événement. La zone avait été rapidement nivelée au printemps afin de rouvrir les sentiers. Les cartes indiquaient que le flanc de la colline se trouvait à moins de 2 kilomètres de la clairière. Des équipes ont été dépêchées à l'endroit indiqué. Le sol portait des traces d'une ancienne activité humaine sous la couche de sédiments déposés par l'avalanche. Alors que les fouilles commençaient, un dernier détail a rendu la situation encore plus urgente. Le laboratoire a pu récupérer partiellement la section sectionnée de la bande grâce à une analyse magnétique résiduelle. Et là, dans des fragments presque inaudibles, un mot a émergé, répété 3 fois. Philippe. Les tensions ont explosé. Le conflit n'opposait plus seulement le passé au présent. Il s'agissait désormais de pouvoir, de réputation et de la possible complicité de quelqu'un qui occupait encore une position influente. Si Philippe Arnaud était impliqué, il n'a pas agi seul. Et si les explorateurs avaient découvert autre chose qu'une simple grotte, peut-être une activité illégale, peut-être quelque chose d'enfoui qui ne devait pas être découvert, leur mobile devenait encore plus évident. La forêt était le théâtre de plus d'un crime. Il gardait un secret que quelqu'un avait essayé de protéger pendant plus d'une décennie. Et maintenant, alors que les fouilles progressaient sur le versant avalancheux, le temps commençait vraiment à presser. Car s'il y avait des corps, il n'y aurait plus de place pour le doute, et certaines personnes seraient prêtes à tout pour empêcher que cela ne soit révélé. Les fouilles à flanc de colline ont atteint une profondeur de 2 mètres le 3e jour. Le sol, compacté par l'ancienne avalanche, nécessitait l'utilisation d'engins légers et une excavation manuelle minutieuse. La presse avait déjà été déplacée, mais des drones continuaient de prendre des images à distance. En fin d'après-midi, une pelle a heurté quelque chose de solide. Ce n'était pas du roc, c'était du bois. L'équipe a prudemment élargi la fouille, révélant une structure improvisée. Une grande boîte, assemblée à partir de planches rustiques, renforcées par des clous rouillés.
Ce n'était pas un cercueil officiel. Cela ressemblait plutôt à une forme de contrainte. Lorsqu'ils ont ouvert la structure, un silence absolu s'est installé. À l'intérieur, il y avait des restes humains, 3 ensembles, disposés côte à côte, pas dispersés, pas enterrés au hasard, placés là. L'examen médico-légal initial a rapidement confirmé la présence de multiples fractures compatibles avec une chute de hauteur, survenue à des moments différents, ainsi que des marques nettes d'impact ultérieur, suggérant un déplacement des corps après le décès. Autrement dit, ils ne sont pas morts dans l'avalanche. Ils furent placés là devant elles. Le tournant était inévitable. Bien que les explorateurs se soient retrouvés piégés dans la grotte, ils ont réussi à s'en échapper. Mais quelqu'un les a interceptés. Et quelqu'un a eu le temps et le sang-froid de transporter 3 corps sur près de 2 kilomètres à travers un terrain montagneux. La confirmation ADN est arrivée 2 jours plus tard. Étienne, Luc et Pascal. La communauté fut plongée dans un choc collectif. Philippe Arnaud a été convoqué pour un complément d'interrogatoire. Cette fois, il n'y avait aucune cordialité. Face aux paroles récupérées sur l'enregistrement et à la signature figurant sur l'arrêté de bouclage de la zone suite à la disparition, il tenta de maintenir une position ferme, jusqu'à ce que Mercier pose sur la table quelque chose qu'il venait de découvrir. Ancien document relatif aux concessions expérimentales d'exploration minière dans le secteur nord du plateau, autorisation temporaire accordée discrètement au début des années 1990. Signé par Philippe, exploration confidentielle du manganèse et d'autres minéraux rares avant que la zone ne soit officiellement déclarée zone protégée. Si les explorateurs avaient trouvé des traces de cette activité illégale, ils auraient pu prendre des photos ou documenter. Luc était photographe, Étienne era géographo, Pascal avait une discipline militaire. Il saurait reconnaître les perforations artificielles. L'expression de Philippe changea. Pour la première fois, son silence n'était pas stratégique. L'atmosphère était tendue, mais le véritable choc est survenu quelques heures plus tard, lorsqu'une analyse approfondie des photographies a révélé quelque chose d'inconnu jusqu'alors. Sur l'une des images nocturnes agrandies numériquement, la silhouette en arrière-plan tenait un objet long et métallique. Ce n'était pas une arme. Il s'agissait d'une perceuse industrielle portative, modèle utilisé lors des forages d'essais miniers dans les années 1990. L'enquête a progressé rapidement. Il s'est avéré que Philippe n'agissait pas seul. Un petit groupe d'entrepreneurs locaux avait investi dans l'exploitation minière illégale avant la mise en place officielle de la protection de l'environnement. Marc Delorme, le garde forestier, avait été engagé de manière informelle pour surveiller la zone et éloigner les curieux. Mais selon de nouveaux témoignages obtenus sous la contrainte, Delorme n'a pas participé à la confrontation directe. Il était au courant de cette activité. Je savais que des explorateurs se trouvaient dans la région, mais il a affirmé que, la nuit de sa disparition, il avait reçu l'ordre de ne pas s'approcher du secteur nord. Le point de rupture a été atteint lorsqu'un ancien employé de la compagnie minière, désormais retraité, a accepté de témoigner. Il a rapporté que, la nuit de la disparition, une agitation avait eu lieu dans la grotte d'essai. Il a précisé que 3 hommes avaient découvert des forages illégaux et avaient menacé de les signaler. Selon lui, Philippe a été appelé d'urgence sur les lieux. Le plan était d'effrayer les explorateurs, mais la situation a dégénéré. Lors de l'affrontement à l'intérieur de la grotte, la sortie a été bloquée avec des pierres pour gagner du temps. D'après les témoignages, l'intention était de négocier le matin, mais les fortes pluies tombées pendant la nuit ont provoqué un glissement de terrain partiel à l'entrée. Lorsqu'ils ont réussi à rouvrir l'accès, ils ont trouvé les 3 hommes encore en vie, mais affaiblis. C'est là que la décision finale a été prise. La version officielle de l'ancien employé était hésitante mais cohérente. Philippe avait ordonné qu'on les fasse taire. La méthode n'était pas décrite explicitement. Mais les fractures indiquaient une chute d'une certaine hauteur, peut-être une chute d'une falaise voisine avant que les corps ne soient transportés et dissimulés. Le plus choquant,
fut de découvrir que l'avalanche, des mois plus tard, avait été utilisée comme prétexte pour déplacer définitivement les corps sous prétexte de nettoyer la zone. Philippe a été formellement inculpé, mais au moment de son arrestation, il a tenté quelque chose d'inattendu. Il ne l'a pas nié. Il a dit « Vous ne comprenez pas. Si cela avait été révélé à l'époque, cela aurait détruit toute la région. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il y avait des investisseurs nationaux. La pression était énorme. Son explication n'a suscité aucun regret. J'ai apporté des calculs. L'homme qui, pendant des années, avait défendu la préservation de l'environnement, avait, ironiquement, commis un crime pour protéger un système d'exploitation illégale. Le dernier rebondissement est survenu lorsque l'analyse médico-légale a conclu que ce n'était pas Philippe qui avait physiquement bloqué l'entrée de la grotte cette nuit-là. L'analyse des marques sur les rochers a révélé une technique militaire spécifique. Pascal a tenté de rouvrir la sortie, mais les pierres avaient été assemblées par quelqu'un ayant une formation similaire. Marc Delorme avait servi dans l'armée avant de devenir garde forestier. Face à ces preuves, Delorme a finalement rompu le silence. Il a reconnu avoir bloqué l'entrée, mais il a déclaré qu'il pensait qu'il serait libéré à l'aube. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant de la décision finale. La vérité était désormais complète, mais fragmentée entre les accusations directes et les omissions. Le tournant n'a pas seulement consisté à découvrir l'identité du tueur. Il s'agissait de comprendre que cette disparition n'était ni un accident, ni un acte de folie isolé. Ce fut la conséquence de la cupidité, de la peur d'être démasqué et de décisions prises en quelques heures, dont les répercussions se sont fait sentir pendant 12 ans. La forêt n'était pas une meurtrière. Elle était une complice silencieuse. Et maintenant, enfin, il rendait la vérité. L'arrestation de Philippe Arnaud a secoué le Vercors comme un tremblement de terre silencieux. Il n'y avait pas de cris dans les rues, il n'y a pas eu de manifestation immédiate. Il y avait quelque chose de plus profond, l'incrédulité. Pendant des années, Philippe a incarné la protection de l'environnement dans la région. Il participait à des conférences, défendait des politiques durables et s'impliquait dans des campagnes scolaires de sensibilisation au respect de la nature. Il était perçu comme un symbole d'intégrité. Son image s'affichait désormais à la une des journaux nationaux, accompagnée du mot « meurtre ». La municipalité a convoqué une réunion d'urgence. Les investisseurs ont suspendu temporairement leurs contrats. Les agences de tourisme ont constaté une forte baisse des réservations pour l'hiver. Mais l'impact le plus fort n'était pas économique. C'était humain. Claire Morel était présente lors de l'identification officielle des restes. La procédure était technique, froide et nécessaire. Elle est restée calme pendant la signature des documents, mais en quittant le bâtiment de l'Institut médico-légal, elle s'est effondrée pour la première fois depuis qu'elle avait retrouvé les sacs à dos. Pendant 12 ans, il a vécu entre le doute et un espoir persistant. Maintenant, il y avait une certitude. Et la certitude faisait plus mal que l'incertitude. Henri dut également faire face à des conséquences inattendues. Les journalistes l'assaillaient quotidiennement. Il était devenu, malgré lui, la figure centrale d'un scandale national. Il évitait les longs entretiens, mais répétait sans cesse la même phrase. La forêt ne se cache pas éternellement. Entre-temps, Marc Delorme a été formellement inculpé de complicité et de dissimulation de cadavres. Son témoignage complet a révélé qu'il avait tenté de convaincre Philippe de libérer les explorateurs après le blocage de la grotte, mais qu'il avait cédé face à la menace d'être dénoncé et de perdre son emploi. Il n'a séduit personne, mais il a fermé la sortie. Son omission est devenue une charge juridique et morale. Le procès a débuté des mois plus tard, délocalisé à Grenoble en raison de l'attention médiatique. La salle d'audience était bondée pendant des semaines. L'accusation a construit un récit clair. Une exploitation minière illégale, découverte par 3 hommes respectables. Une tentative d'intimidation qui a dégénéré en homicide. Un complot visant à dissimuler la vérité en utilisant un événement naturel comme écran de fumée.
La défense a tenté de plaider l'absence d'intention initiale de tuer, la pression économique et les circonstances extrêmes. Mais l'enregistrement audio récupéré de la bande est devenu un élément décisif. La voix qui disait « La forêt ne veut pas de toi ici » résonna dans la salle d'audience. Era Philippe. L'analyse vocale finale a confirmé une correspondance. Cette révélation provoqua un murmure collectif dans la salle. Le verdict est tombé des mois plus tard. Philippe Arnaud, coupable d'homicide aggravé et de dissimulation de cadavres. Marc Delorme, coupable de complicité et d'obstruction. Les sanctions étaient sévères. Mais les conséquences sont allées bien au-delà du tribunal. La partie nord de la région a été officiellement fermée et transformée en mémorial naturel. Un panneau discret a été installé près du sentier principal. À la mémoire d'Étienne Morel, de Luc Garnier et de Pascal Rivière, qui cherchèrent de savoir et ont trouvé le silence. Claire a assisté à l'inauguration. Elle n'a pas prononcé de longs discours. Elle a simplement brandi une photographie des 3 jeunes gens souriant devant une montagne, prise avant l'expédition de 1991. La communauté a lentement entamé sa reconstruction. Les touristes sont revenus, attirés désormais non seulement par les paysages, mais aussi par l'histoire résolue. Des documentaires ont été réalisés. Des podcasts d'investigation ont analysé chaque détail. Le Vercors devint un symbole non seulement de mystère, mais aussi de révélation tardive. Henri reprit ses habitudes dans la forêt, mais quelque chose avait changé en lui. Je marchais désormais avec un regard différent. Chaque arbre semblait receler un souvenir. Chaque sentier semblait porter les échos du passé. Par un matin calme, il retourna au chêne où tout avait commencé. Le symbole gravé dans la branche y demeurait, presque invisible. Henri passa la main sur le bois marqué. Pas avec colère, avec tout mon respect, car au final, ce sont les détails, un sac à dos, un nœud, une phrase presque effacée, qui ont permis à la vérité d'émerger. Les conséquences se sont également fait sentir au niveau national. Le gouvernement a révisé la réglementation relative aux autorisations environnementales, datant des années 1990. Des enquêtes parallèles ont été ouvertes concernant d'éventuelles irrégularités similaires dans d'autres régions montagneuses. L'histoire a dépassé les frontières françaises. Mais pour Claire, il ne s'agissait pas de politique. Il s'agissait de tourner la page. Lorsqu'elle s'est rendue sur la colline où les corps avaient été retrouvés, elle a vu bien plus qu'une simple tragédie. Il a constaté de la persévérance. Ces 3 hommes n'ont pas disparu par hasard. Ils ont été réduits au silence, mais pas oubliés. Et 12 ans plus tard, un arbre décida qu'il était temps de parler. L'hiver est arrivé dans le Vercors, apportant une neige épaisse et un ciel dégagé. Le paysage semblait intact, comme si de rien n'était. Mais pour Claire Morel, chaque montagne revêtait désormais une signification différente. Pendant des années, elle avait évité de retourner dans la région. Elle associait ces sentiers à l'absence de son frère, à cet appel téléphonique qui avait bouleversé sa vie en 1991. Elle est devenue avocate spécialisée en droit de l'environnement presque par hasard, ou peut-être par un besoin inconscient de lutter contre les injustices liées au territoire et au pouvoir. Maintenant que l'affaire était close au tribunal, quelque chose restait inachevé en elle. Ce n'était pas une vengeance, c'était une responsabilité. Elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, revisiter officiellement le secteur nord, accompagnée d'un guide agréé et d'Henri. Le chemin menant au chêne était partiellement enneigé. Le silence était profond, seulement troublé par le rythme des pas. Claire ne parlait pas beaucoup, elle observait. Il remarqua des détails qu'il aurait auparavant ignorés. La façon dont le vent changeait de direction en approchant des pentes, la façon dont la végétation poussait différemment près des zones de roches exposées. « Votre frère connaissait bien ce terrain », commenta Henri. Elle hocha la tête. Il croyait que la nature détenait les réponses, et non les menaces. Ils arrivèrent à la clairière. Le chêne se dressait majestueux, indifférent au temps et à l'histoire humaine qui s'était déroulée sous ses branches. Claire toucha le tronc de l'arbre. Elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, il sortit quelque chose de simple de son sac à dos.
Une copie restaurée du carnet d'Étienne, reconstituée numériquement après des mois de travail technique. Elle lut en silence un passage qui avait été presque entièrement reconstitué. Si nous découvrons quelque chose d'anormal, nous ne pouvons pas l'ignorer. La science exige la vérité. Là, debout devant l'arbre où les sacs à dos avaient été attachés, Claire prit une décision ferme. Elle ne voulait pas que cette histoire ne soit qu'un souvenir tragique. Fort de son expertise juridique, il a initié la création d'une fondation portant le nom des 3 explorateurs, dédiée à la protection des chercheurs indépendants et à la supervision des concessions environnementales dans les zones isolées, non pas comme un hommage symbolique, mais en tant que véritable mécanisme de prévention. Parallèlement, Henri traversait lui aussi sa propre transition. Pendant des mois après la découverte, il se sentit coupable de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt, bien que ce fût irrationnel. Il avait travaillé dans la forêt depuis son plus jeune âge. Il était passé d'innombrables fois près de la clairière sans imaginer ce qui s'y cachait. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. La forêt ne déçoit jamais. Elle attend. Henri a commencé à collaborer avec les autorités environnementales, en leur fournissant des informations détaillées sur des zones mal cartographiées. Il a participé à la mise en place d'un système de surveillance communautaire pour prévenir les activités illégales. L'homme qui menait autrefois une vie paisible devint un gardien du territoire plus attentif, mais la plus grande transformation fut interne. Il a cessé de considérer Vercors comme un simple lieu de travail. Il commença à le considérer comme un témoin vivant. Surmonter ce défi ne signifiait pas oublier. Cela s'est manifesté sous la forme d'une action. Quelques mois plus tard, Claire a présenté la fondation à Paris devant des experts et des parlementaires. Son discours était objectif, sans emphase excessive. Mon frère et ses collègues ont été tués parce qu'ils croyaient que la vérité primait sur le confort. Si la législation avait été plus transparente à l'époque, il serait peut-être encore en vie. Le projet a reçu du soutien. Des ressources ont été allouées à la numérisation des anciens registres de concessions minières dans les zones protégées de France. La tragédie a commencé à engendrer des changements structurels. De retour à Vercors, Claire a fait quelque chose qui symbolisait une forme de conclusion personnelle. Il grimpa jusqu'à un point de vue où Étienne avait l'habitude de photographier le coucher du soleil. Il portait avec lui un appareil photo moderne, mais simple. Il a ajusté la mise au point. Il a immortalisé le paysage. Non pas pour remplacer les photos perdues de 1991, mais continuer à chercher. Henri la regardait de loin, respectant l'instant. Lorsqu'elle est descendue, elle a simplement dit « Il serait fier ». Claire prit une profonde inspiration. Il souhaite que nous continuions. Sa transformation ne fut pas marquée par des crises émotionnelles. Elle se caractérisait par sa fermeté. La douleur n'a pas disparu, mais ce qui était un poids paralysant est devenu une force motrice. La forêt, qui symbolisait autrefois l'absence, représentait désormais l'héritage. Et en cet hiver silencieux, le Vercors n'était plus seulement le théâtre d'un crime résolu. Il s'agissait d'un territoire sous surveillance renforcée. C'était le symbole que les décisions prises dans l'obscurité peuvent être annulées grâce à la persévérance. Et la véritable croissance n'efface pas le passé. Elle en tire des leçons. Au printemps, la neige a commencé à fondre dans le Vercors, révélant à nouveau les traces et les cicatrices invisibles enfouies sous la terre. La fondation créée par Claire était déjà opérationnelle et un audit national examinait les anciennes concessions minières déposées dans les années 80 et 90. C'est au cours de cet audit qu'un détail troublant a été mis au jour. Les documents financiers relatifs à l'ancienne exploitation minière illégale étaient incomplets. Certains investissements provenaient d'une société écran dissoute en 1993. Cependant, des virements bancaires plus récents, effectués jusqu'à 2 ans avant la réouverture de l'affaire, indiquaient des paiements continus vers un compte anonyme lié à la région. Quelqu'un tirait encore profit de quelque chose d'enfoui là. La police environnementale a étendu son enquête. Elle a découvert
que de petits échantillons de manganèse étaient extraits illégalement de la même zone nord, lors d'opérations rapides et discrètes menées tôt le matin. Il ne s'agissait pas d'exploitation à grande échelle, il s'agissait d'une extraction stratégique, contrôlée. C'est récent. Henri fut le premier à remarquer une activité étrange. Lors d'une patrouille de routine, il découvrit des traces de fouilles récentes, près d'une zone rocheuse, à l'écart des sentiers battus. Le sol portait des traces de forage moderne. Il a immédiatement prévenu les autorités. Les tensions sont remontées. Si Philippe et Delorme étaient emprisonnés, qui était désormais aux commandes? L'enquête a permis de remonter la piste des transferts financiers jusqu'à un nom inattendu, Julien Arnaud, le fils de Philippe. Ingénieur des mines diplômé à la fin des années 1990. Il n'avait jamais témoigné auparavant. Durant le procès, il est resté discret, rarement aperçu en ville. Mais les archives ont montré qu'il s'était rendu dans la région à plusieurs reprises ces dernières années. Interrogé initialement, il a affirmé qu'il ne faisait que régler des affaires familiales. Cependant, l'analyse GPS du véhicule qu'il avait loué a coïncidé avec les dates des prélèvements récents. La pression s'est accrue lorsqu'une opération de police nocturne a interpellé 2 hommes transportant des caisses métalliques en provenance de la zone réglementée. À l'intérieur, des échantillons de minerais bruts. Ces hommes étaient des employés temporaires, payés en espèces. Et l'entrepreneur enregistré était une société nouvellement créée sous un nom différent, mais indirectement lié à Julien. Le cycle n'était pas terminé. La motivation qui avait conduit au crime en 1991, la cupidité et la peur d'être démasqué, semblaient persister dans une nouvelle génération. Claire a été informé de la découverte avant l'arrestation officielle. Il ressentit le poids de cette cruelle ironie. Un père reconnu coupable d'un meurtre commis pour dissimuler une exploitation illégale. Le fils continua d'explorer, croyant peut-être que le pire était passé. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Après avoir examiné des rapports techniques récents, des experts ont constaté que les opérations de forage modernes se déroulaient dangereusement près d'une faille géologique instable. Une explosion mal calculée pourrait déclencher un important glissement de terrain affectant les villages voisins. La menace n'est plus seulement morale, c'est devenu physique et immédiat. Les autorités ont décidé d'agir rapidement pour empêcher toute nouvelle extraction, avant que des dommages structurels ne surviennent. Julien se trouvait sur place, supervisant discrètement une opération nocturne. Lorsqu'on l'a approché, il n'a pas tenté de fuir. Il regarda la montagne illuminée par les lanternes et dit « Mon père a tout perdu à cause de ça. Je ne faisais que récupérer ce qui nous avait toujours appartenu. » La phrase résonnait comme une répétition du passé. Mais désormais, il y avait des témoins, des preuves financières et une surveillance moderne. Les préparatifs pour l'affrontement final étaient terminés. La forêt était, une fois de plus, devenue le théâtre de choix cruciaux. Henri observait l'activité policière à distance. Il sentait que l'histoire qui avait commencé avec des sacs à dos attachés à un arbre allait connaître une fin définitive. Claire était également présente, non pas en tant qu'avocate officielle de l'affaire, mais en tant que représentante de la fondation. Elle ne cherchait pas à se venger, il cherchait à briser le cycle. Lorsque les machines illégales ont été saisies et que la zone a été définitivement bouclée sous surveillance étatique permanente, il est devenu clair que le Vercors ne serait plus un territoire d'exploitation silencieuse. Mais le véritable point culminant restait à venir. Julien a demandé à s'exprimer publiquement avant son audience préliminaire, et il a promis de révéler quelque chose que, selon lui, personne n'a encore pleinement compris à propos de 1991. Les tensions sont remontées. S'il existait d'autres détails cachés concernant cette nuit dans la grotte, il pourrait à nouveau changer la perception des faits. La forêt avait déjà parlé une fois. Ce n'était peut-être pas encore terminé. L'auditorium improvisé du tribunal de Grenoble était plein à craquer lorsque Julien Arnaud a pris la parole. Journaliste, habitant du Vercors, représentant de l'environnement et proche des victimes, attendait dans un silence pesant. Claire était assise au premier rang. Julien ne semblait pas nerveux.
Contrairement à son père, il ne portait pas le poids visible de la culpabilité. Il était animé par la conviction. Il a commencé sans mâcher ses mots. Mon père n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit. Des murmures résonnèrent dans la pièce. Selon Julien, dans la nuit de 1991, les explorateurs ont découvert non seulement des forages illégaux, mais aussi des signes d'une grave instabilité géologique causée par les premières extractions. Si ces informations avaient été rendues publiques à l'époque, la région aurait pu être évacuée, les propriétés dévaluées et le tourisme anéanti pour des années. Il affirma que la confrontation à l'intérieur de la grotte avait dégénéré parce que Pascal avait réagi physiquement en réalisant qu'ils étaient bloqués. Une bagarre avait éclaté. Une chute accidentelle dans la grotte avait grièvement blessé Étienne. Mais la véritable révélation vint ensuite. Julien a déclaré que lorsque l'entrée a été rouverte après le glissement de terrain partiel, 2 des 3 explorateurs étaient encore en vie, bien que grièvement blessés. Et c'est Pascal qui aurait pris la décision radicale. D'après cette nouvelle version, Pascal aurait confronté Philippe, le menaçant de tout révéler immédiatement et de faire intervenir les autorités nationales. La discussion se serait ensuite envenimée et se serait poursuivie jusqu'à la falaise voisine. Julien a déclaré « Mon père a essayé de l'arrêter, mais Pascal a entraîné Étienne dans sa chute. » La pièce se figea. Si cela était vrai, cela changerait le cours final des événements. Mais le parquet a réagi rapidement. L'analyse médico-légale avait déjà indiqué que les fractures des 3 corps étaient compatibles avec des poussées successives, et non avec une chute massive et désordonnée. De plus, la position des corps à l'intérieur de la structure enfouie témoignait d'une organisation ultérieure. Julien a alors révélé ce qu'il considérait comme son dernier atout. Il a présenté un ancien rapport géologique, jusque-là inédit, indiquant que les forages initiaux avaient effectivement fragilisé une partie du flanc de la colline. Selon ce document, si l'exploration avait été brutalement dénoncée, cela aurait pu déclencher une ruée incontrôlée vers les indemnisations et un abandon immédiat de la zone. Une perspective que les investisseurs et les autorités locales redoutaient fortement. Mais sa tentative de redressement comportait une faille. Le rapport datait de 1992, 1 an après les décès. Autrement dit, le risque géologique a été identifié après coup, pas avant. L'accusation a exposé cette incohérence à tous. Julien a essayé de maintenir le récit, mais la chronologie elle-même l'a affaibli. C'est alors que le moment décisif est arrivé. Claire a demandé la permission de parler. Elle s'est dirigée vers le centre de la pièce, tenant un agrandissement restauré de la photographie nocturne prise par Luc. Projetée sur l'écran, l'image montrait la silhouette avec la perceuse. En agrandissant davantage l'image numériquement, une technologie qui n'existait pas en 1991, quelque chose est devenu visible sur le poignet du personnage, une montre spécifique. Modèle rare, édition limitée, propriété de Philippe Arnaud, confirmée par d'anciennes photos publiques. L'image prouvait qu'il était présent à l'intérieur de la grotte cette nuit-là. Pas seulement une coordination, mais en agissant directement. De plus, la position du corps capturé sur la photo indiquait qu'il se trouvait au-dessus des explorateurs, près de l'entrée. Contrôle d'accès. Le discours sur la tentative de confinement a perdu de sa force. Le point culminant n'a pas été crié. Il y avait silence. La vérité a été établie non par l'émotion, mais par les preuves accumulées. Julien est resté silencieux après la présentation. Sa tentative de réécrire l'histoire avait échoué. L'accusation a souligné que, indépendamment des tensions ou des craintes économiques, 3 hommes ont été délibérément empêchés de partir, confrontés puis poussés du haut d'une falaise. Il n'y a pas eu d'accident de masse. Une décision a été prise. Julien a été formellement inculpé d'exploitation illégale continue et de tentative d'obstruction à la justice par manipulation du discours public. La sentence serait prononcée des mois plus tard. Mais à ce moment-là, le véritable point culminant avait déjà eu lieu. Il ne s'agissait pas seulement de la confirmation de la culpabilité. Ce fut la rupture définitive dans le cycle des justifications.
Philippe a tenté de protéger son pouvoir. Julien a tenté de protéger l'héritage. Tous deux ont échoué face à la persistance de la vérité. À l'extérieur du palais de justice, une légère neige commençait à tomber. Henri attendait Claire. Quand elle est partie, il n'y avait aucune trace de joie sur son visage. Il y régnait la sérénité. « C'est fini ?» demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. « Maintenant, oui. » Vercors est resté debout, mais l'histoire, enfouie depuis 12 ans, a finalement été entièrement révélée. Et à ce moment précis, la transformation de Claire est devenue visible. Elle n'était plus seulement la sœur d'une victime, elle était une gardienne active de la mémoire. La forêt n'était plus un lieu de peur, c'était un symbole de résistance. Des mois après le jugement définitif, le Vercors semblait plus calme qu'il ne l'avait jamais été depuis 1991. Julien Arnaud a été reconnu coupable d'exploitation minière illégale, d'entrave à la justice et de tentative de falsification de preuves. Sa peine, bien que non comparable à celle de son père, a néanmoins scellé le sort du réseau bâti dans le silence pendant des décennies. Philippe Arnaud, déjà incarcéré, s'est vu retirer tous ses titres honorifiques. Son nom a été effacé des plaques et des documents publics relatifs à la protection de l'environnement. La montagne demeurait, mais les noms qui ont tenté de la contrôler ont disparu du paysage officiel. Le secteur nord est devenu une zone environnementale sous surveillance permanente, équipée de capteurs géologiques et placée sous contrôle étatique. La fondation créée par Claire a commencé à intervenir comme observatrice indépendante dans des régions similaires à travers la France. L'impact a été réel. D'anciens rapports ont été réexaminés. Des concessions passées inaperçues ont été mises au jour. Des irrégularités mineures dans d'autres régions ont été corrigées avant qu'elles ne dégénèrent en tragédie. La mort des 3 explorateurs a suscité bien plus que de l'indignation. Il a généré un système. Claire est retournée dans le Vercors le jour du 15e anniversaire de sa disparition. Ne pas s'attarder sur la douleur, mais aussi pour inaugurer officiellement un centre d'éducation environnementale près du sentier principal. Cet espace proposait des ateliers sur l'éthique scientifique, la conservation et la transparence institutionnelle. Sur le mur de l'entrée, une phrase extraite du carnet restauré d'Étienne. « La vérité peut être enfouie, mais elle ne cesse jamais d'exister. » Henri a participé à la cérémonie et est désormais reconnu comme collaborateur honoraire de la Fondation. Il a continué à exercer le métier de bûcheron, mais c'était aussi devenu un symbole de vigilance communautaire. En traversant la forêt, il sentit qu'il ne portait plus le poids de l'inconnu. La clairière de chêne restait isolée, mais non menaçante. L'arbre restait debout, ses larges branches s'élançant vers le ciel. Aucun panneau n'était installé à cet endroit. Claire a décidé que le chêne n'avait pas besoin d'une marque officielle. Il avait déjà rempli son rôle. Le flanc de la colline, où les corps ont été découverts, a été transformé en zone de reboisement contrôlé. De jeunes plants y ont poussé, sous surveillance attentive, afin de prévenir l'érosion. La montagne n'a pas oublié. Mais elle n'était pas blessée non plus. Ce qui avait commencé comme une mystérieuse disparition s'est terminé par la mise au jour complète d'un système fondé sur la cupidité, le silence et le pouvoir. Et la transformation la plus profonde ne s'est pas produite dans les tribunaux. Elle était ancrée dans la mentalité de la région. La communauté a compris que la protection de la nature exige plus que de simples discours publics. Elle exige de la transparence. Cela demande du courage. Cela exige une vigilance constante. Claire, contemplant le coucher du soleil depuis le même point de vue que son frère avait photographié des années auparavant, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Paix. Non pas parce que la tragédie a cessé d'exister, mais parce qu'elle a cessé d'être une ombre. L'histoire des explorateurs français ne s'est pas arrêtée la nuit de leur disparition. Cela a pris fin le jour où la vérité fut acceptée, dans son intégralité, sans raccourci, sans justification. Et dans ce silence doré du crépuscule,
les Vercors semblèrent enfin respirer librement. Durant l'hiver 2005, un groupe d'étudiants marchait sur le sentier principal du Vercors lorsque le guide s'arrêta devant un immense chêne. « C'est ici que la vérité a commencé », a-t-elle déclaré. Il n'y avait ni plaque ni monument, juste l'arbre. Certains élèves connaissaient l'histoire. D'autres écoutaient attentivement le guide expliquer comment 3 explorateurs avaient disparu en tentant de protéger la montagne, et comment, 12 ans plus tard, un bûcheron avait trouvé des sacs à dos coincés dans les branches, trop hauts pour que ce soit un accident. Un des étudiants a demandé « Et s'il n'avait jamais levé les yeux ?» Le guide sourit. Alors la vérité resterait enfouie. Mais ce n'était pas le cas. L'histoire a fait l'objet d'un documentaire. Elle est devenue un livre. Elle a inspiré une étude universitaire sur l'éthique environnementale en France. Les établissements scolaires ont commencé à étudier cette affaire comme un exemple de responsabilité civique et de courage individuel. Henri a continué à travailler en forêt jusqu'à sa retraite. Il n'a jamais recherché la gloire. Il disait toujours qu'il n'avait fait que ce que tout le monde devrait faire. Faites attention. Claire a transformé sa douleur en héritage. Son nom est devenu une référence en matière de politique de contrôle indépendant. Mais le détail le plus surprenant est apparu des années plus tard. Lors d'une nouvelle analyse géologique de la région nord, des experts ont confirmé que si l'exploitation minière illégale s'était poursuivie pendant 2 ans de plus, un important effondrement aurait pu se produire sur le flanc de la colline, mettant en danger des villages entiers. C'est-à-dire, la vérité n'a pas seulement sauvé la mémoire des 3 explorateurs, cela a sauvé des vies futures, et c'est ce qui a rendu l'histoire virale. Il ne s'agissait pas seulement de disparition, il s'agissait de montrer comment un simple geste, lever les yeux, pouvait changer le cours de toute une région. Dans le Vercors, lorsque le vent souffle dans les branches du vieux chêne, certains habitants disent encore que le son est différent, non pas pour me plaindre, mais à titre d'avertissement, parce que la nature peut être exploitée, elle pourrait se blesser, il peut même être réduit au silence pendant un certain temps, mais elle ne manque jamais de révéler ce qui a été fait contre elle. Et parfois, tout commence par quelqu'un qui accepte de regarder au-delà des apparences. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la vérité finit toujours par éclater. Des récits comme celui des explorateurs du Vercors montrent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Exprimez-vous dans les commentaires. Pensez-vous que justice, même différée, est justice? Et si Henri n'avait pas levé les yeux ce jour-là, votre participation enrichit les récits qui valorisent la mémoire, la responsabilité et la préservation. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, émouvantes et surprenantes qui révèlent ce qui était caché. Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaiteriez-vous apporter des modifications? Ou pouvons-nous finaliser l'article?